Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec François-Xavier Bourmeau ce jeudi encore. François-Xavier, bonjour. Bonjour Bernard. En politique, il y a ce qui se passe et que vous scrutez bien évidemment au quotidien, que vous commentez ici tous les matins sur cette antenne, mais il y a aussi ce qui ne se passe pas et qui parfois peut être tout aussi important. Et cet été 2020, selon vous, a été très riche de silences éloquents. Oui, c'est frappant, mais on n'a pas beaucoup entendu parler les oppositions cet été. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au Parti Socialiste, c'était silence radio. Chez les Républicains, c'était à peu près pareil. Ils étaient tout aussi aphones. Et même chez la France Insoumise, où on est plutôt habitué à parler fort, pour le dire poliment, on n'a pas entendu grand monde. Le Rassemblement National, pareil. Et pourtant, ce ne sont pas les sujets qui manquaient. Un remaniement en juillet avec un changement de Premier ministre, un plan de relance européen historique à 750 milliards d'euros, des tensions avec la Turquie, en France des agressions presque tous les 2 jours contre les personnes, les policiers, les pompiers, je m'arrête là. Et malgré tout ça, pendant l'été, les oppositions n'ont émis qu'une sorte de bruit de fond inaudible. Au PS, on a l'impression d'entendre résonner « Eh oh, la gauche !» Vous savez, ce mouvement qu'avait lancé Stéphane Le Foll en 2016 pour essayer de la réveiller, et qu'on attend toujours d'ailleurs. À droite, on a entendu que Nicolas Sarkozy pour la sortie de son livre, et même quand Xavier Bertrand a annoncé qu'il se préparait pour la présidentielle, ça n'a pas fait une vague. Une vaguelette, dirons-nous. Alors, ils avaient sans doute tous besoin de souffler un peu après les 3-4 mois de confinement, ou presque. On ne peut quand même pas leur reprocher de ne pas aller se pendre au micro pendant tout le mois d'août. Non, bien sûr, mais c'est significatif. Comme si les oppositions étaient anesthésiées par Emmanuel Macron. Il faut se souvenir que pour être élu en 2017, il avait fait un pari, Emmanuel Macron. Remplacer le traditionnel clivage droite-gauche par un clivage entre les progressistes pro-européens d'un côté, lui, et les conservateurs eurosceptiques de l'autre, Marine Le Pen. Oui. Il faut se souvenir aussi que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron, il a une obsession, faire éclater la gauche et la droite. Même si les deux formations ont résisté aux dernières élections municipales, on voit pas trop comment le PS pourrait se remettre en selle pour 2022. Et à droite, elle est toujours gênée par ce président qui fait au pouvoir ce qu'elle n'a jamais osé faire quand elle y était au pouvoir. La réforme du marché du travail, de la SNCF, la suppression de l'ISF. Cette atonie des oppositions pendant l'été, c'est le paysage politique qui apparaît tel que dévasté par Emmanuel Macron. Donc, selon vous, Monsieur Macron a réussi à installer, finalement, le duel attendu avec Marine Le Pen. Alors, c'est là où il y a un hic, justement. Parce que elle non plus, on l'a pas beaucoup entendue cet été, alors que le terrain lui était plutôt favorable. Notamment, on en parlait avec la multiplication des agressions contre les personnes. Et sauf que Marine Le Pen, elle se retrouve avec Gérald Darmanin en face d'elle, un ministre de l'Intérieur qui a été nommé justement pour la contrer. Vous noterez d'ailleurs au passage qu'il lui a volé le mot ensauvagement et que quasiment pas un jour ne passe sans qu'il se déplace sur le terrain pour développer un discours sécuritaire. Hier encore, il expliquait que les trafiquants de drogue allaient arrêter de dormir. Ce qui manquait, ce discours-là, c'est ce qui manquait jusqu'à présent à Emmanuel Macron. Marine Le Pen reste une opposante sérieuse pour lui, mais peut-être pas la plus dangereuse. Mais alors qui ? Alors j'ai commencé en parlant de ceux qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler cet été, et je vais finir avec ceux qui ont parlé. Les écologistes sont quasiment les seuls à s'être fait entendre pour dénoncer la dérogation sur le glyphosate, pour dénoncer le soutien d'Éric Dupond-Moretti aux chasseurs, pour mettre en avant leur politique dans les villes qu'ils ont gagnées au municipal. Alors même si c'était pas un raz-de-marée, c'est eux aujourd'hui qui se retrouvent dans le rôle de premier opposant à Emmanuel Macron. Leur problème pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas de leader qui les rassemble et qui peut s'opposer au président de la République. Oui. Mais ça se prépare. Regardez dans Libération aujourd'hui, c'est Yannick Jadot qui demande à ce que les écologistes désignent leur candidat avant janvier. Vous voyez que dans le silence des oppositions de cet été, un nouveau clivage est apparu avec d'un côté les progressistes pro-européens d'Emmanuel Macron et de l'autre les écologistes. Et on verra s'il survit ce nouveau clivage quand le bruit ordinaire de la politique reprendra. Ce qui ne saurait tarder, bien entendu. Merci beaucoup François-Xavier Bourmeau qui revient demain, vendredi, pour le compte du Figaro et pour l'édito politique de Radio Classique. Il est 8h18 exactement. Voici l'heure de l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Cet invité, c'est le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour, monsieur Pialou. Merci. Vous venez de publier chez Jean-Claude Lattès « Nous n'étions pas prêts ». C'est sous-titré « Carnet de bord par temps de coronavirus ». Alors, le livre est tout à fait intéressant. Il raconte tout ce que vous avez vécu depuis la mi-mars en tant que praticien hospitalier et pourquoi vous en êtes arrivé au constat que, effectivement, vous n'étiez pas prêt, vous, le service public de la santé en France. D'où ma première question, qui d'ailleurs vous a été posée déjà par d'autres confrères. 6 mois après, est-ce que nous sommes prêts à une éventuelle deuxième vague ? Alors, Qui viendra peut-être pas,
Oui. Enfin, de toute façon, il y a une recirculation du virus, il y a une augmentation, il y a une pression. 3500 cas par jour actuellement. On ne peut pas nier. Je vais revenir sur l'interprétation du nous. Quand je dis nous, c'est pas que l'hôpital public, hein. C'est-à-dire c'est nous, c'est les politiques, c'est la société civile. Et les Français. Oui, et les Français, personne n'était prêt à quelque chose j'avais jamais vu et qu'on a d'ailleurs toujours pas bien cerné. Donc à la question que vous posez, est-ce qu'on est toujours prêt? Alors est-ce que je ferai un deuxième tome qui était nous n'étions toujours pas prêts? Mais c'est vrai que là, il y a des marqueurs qui montrent qu'on n'est toujours pas prêt à un certain nombre de choses. Je passais dans votre rue des locaux de Radio Classique et il y a un laboratoire de biologie à côté. Au bout de la rue et il y a la queue dès 7h du matin. Dès 7h du matin, il y a la queue, sans aucune différenciation entre les personnes qui ont des symptômes et celles qui ont juste besoin parce qu'une compagnie aérienne l'impose ou parce qu'ils vont voir leur grand-mère, etc. Donc ça, c'est l'exemple. Je reprends l'édito de tout à l'heure, politique, c'est un exemple d'une mesure politique très bonne. Ouais. Rendre l'accès aux tests qui permet d'isoler, de tracer, qui est un outil majeur. Et ne pas donner. Mal mise en pratique. Voilà, mal mise en pratique. Donc ça, on n'est pas prêt. Voilà. Alors, un exemple concret on n'est pas prêt pour la deuxième vague, en tout cas en termes de montée en puissance du test. Alors, on n'est pas prêt pour la deuxième vague, et dans l'une de vos toutes récentes interviews, Monsieur Pialou, vous avez dit, ce virus, c'est vraiment une cochonnerie parce que c'est un broyeur social et un voleur de deuil. Ce sont deux expressions extrêmement fortes et extrêmement imagées, mais c'est peut-être le premier simplement d'une prochaine série. On n'en sait rien. D'une série de virus, vous voulez dire? Absolument. Le problème des pathologies émergentes, déjà celui-là, on n'y comprend rien, donc bon. Oui, vous avez raison. Le problème des pathologies émergentes, des nouvelles maladies, c'est que par définition, on les découvre, on apprend. Ce que j'explique un peu dans mon livre, c'est qu'on a appris en marchant, parfois en courant derrière cette maladie-là, et on continue. Et c'est pour ça que ça nous renvoie un peu à l'humilité, et que effectivement certaines interventions publiques sont extrêmement agaçantes, parce que on n'a pas tout compris. 2, on n'est pas sorti de l'auberge. Il est possible c'est un des scénarios, vous verrez dans la dernière page du livre, il y a des schémas possibles. Il y a un des schémas possibles, c'est qu'on ait une circulation du virus qui continue moins intense que ça l'a été au cœur de la crise, mais avec lequel il va falloir faire sachant que toutes les autres maladies seront présentes, y compris celles qui vont arriver en automne. Monsieur Pialou, l'un de vos confrères, Philippe Juvin, pour ne pas le citer, il était là il y a quelques jours à ce micro, il disait, écoutez, moi je suis frappé par le fait que on a eu le pic, on a réussi à créer des places en réa, mais aujourd'hui, il y a toujours autour de 5000 places en réa en France. C'est-à-dire que les places supplémentaires ont été réattribuées aux services habituels et on n'a pas évolué. C'est vrai ça? Il y a toujours environ 5000 places. Alors, Philippe Juvin a complètement raison. Et justement, j'ai vu une déclaration de représentants de la fédération hospitalière qui se gossait du fait qu'on potentiellement on était monté à 15 000. Mais il faut comprendre d'abord qu'on n'a pas occupé, puisqu'on est monté à 5 500, à peu près 7 500 places occupées, ce qui est déjà beaucoup par rapport à 5 000. Mais c'est en arrêtant les autres activités, c'est-à-dire qu'on a transféré les malades vers les cliniques, qui ont joué le jeu. Tout ça était une situation de guerre qui ne peut pas s'inscrire dans la durée. Donc oui, vous avez raison. Et c'est une deuxième raison pour laquelle on n'est pas tout à fait prêt, c'est qu'on sait comment on peut augmenter entre guillemets le capacitaire de la réanimation, mais c'est en poussant les murs. Et ça, vous pouvez pas le faire sur une longue période, parce que ça va être péjoratif pour les autres malades qui ont besoin de la réanimation. Professeur Pialou, vous êtes à ce micro, ceux qui nous suivent peut-être en vidéo voient que vous avez un masque. Parce que vous êtes très près. Alors, je suis à 1m20 environ, ce qui me semble à peu près correct, mais enfin, vous avez un masque. Le 1er septembre, alors je vous coupe, j'ai un masque parce que je considère que maintenant il faut qu'on soit dans la culture du masque. Alors justement. Et c'est aussi pour montrer l'exemple, c'est pas du tout pour Absolument. Mais justement, je voulais vous poser la question. Le 1er septembre, en entreprise, le masque sera obligatoire, notamment dans tous les open space, etc. Est-ce qu'il faut qu'il le soit dans les studios de radio et de télévision? C'est un des débats du jour dans la presse ce matin. Je crois que vous êtes une entreprise, donc je pense que vous allez vous soumettre. Oui, mais le problème, c'est qu'on a un problème de son. Là, en l'occurrence, je vous entends très bien parce que vous avez un masque chirurgical, mais avec un FFP2, on peut pas faire de la radio. Non, mais FFP2, de toute façon, c'est réservé pour les gens qui font des soins. Mais les masques de tissu, effectivement, altèrent un petit peu la qualité du son. On va arriver à trouver des systèmes. Et je voudrais quand même insister, parce que vous mettez le point sur ça. Le masque, ce n'est pas le seul outil de prévention. Non, c'est une prévention combinée, c'est laver les surfaces, c'est écarter les open space. Il y a une réponse à tout, il faut juste une volonté des entreprises, et je pense que les entreprises vont comprendre que c'est de leur responsabilité de protéger les salariés. En tout cas, ce sont les entreprises qui fourniront gratuitement les masques à leurs salariés, puisqu'ils seront obligés d'en porter. Êtes-vous pour la gratuité totale pour tout le monde des masques, au moins chirurgicaux? Je pense que s'il y a un système de solidarité... Encore Philippe Juvin disait un masque ça coûte 5 centimes à produire.
Or, ça peut être vendu jusqu'à 95 centimes. Oui. Non, il y a un vrai problème. Évidemment, et y compris d'ailleurs, en préparant cette émission, je regardais justement ce qui était pour le milieu du travail. Il y a des entreprises qui se sont créées uniquement pour l'adaptation des open space à la question du Covid. Donc effectivement, il y a un marché là-dessus. Et sur les masques, c'est un outil de première nécessité. Il faut trouver un système. Alors, je suis pas spécialiste de l'économie de marché, mais il faut trouver un système pour que tout le monde y ait accès. Effectivement, la gratuité fait partie des solutions. Vous savez très bien, professeur Pialou, que ce masque que vous avez sur le nez, la plupart des gens le gardent 1, 2, 3 jours. C'est absurde. Puisqu'il faut changer tous les 3 heures. Mais je prends souvent cet exemple-là. Mais on peut pas fliquer aussi la rotation des masques. Non, mais il faut des tutoriels. Il faut avoir une leçon. Ça va rentrer dans notre culture. Les Asiatiques l'ont fait depuis des dizaines d'années. C'est rentré dans leur culture. Il faut que nous, ça rentre dans notre culture. Et donc, ça inclut ce que vous dites très justement, qu'il faut savoir aussi l'utiliser. Et que le mauvais usage, c'est comme le préservatif. C'est le mauvais usage. C'est un risque. Oui. Donc, on va apprendre ça aux gens. On va apprendre qu'effectivement, s'ils le mettent autour du cou la moitié de la journée, ça sert strictement à rien. S'ils mettent pas le nez dedans et si ça couvre pas jusqu'au menton, ça ne sert à rien. S'ils le changent pas tous les 4 heures, ça dépend des modèles, mais voilà, et la façon de l'enlever, tout ça. Et les tutoriels, enfin la façon d'expliquer comment on met le masque, il faut que ça soit adapté. Si on fait des trucs pour les jeunes, pour les très jeunes, il faut aller sur TikTok, il faut aller sur Instagram et leur expliquer comment on met le masque et comment ça fait partie de leur vie. Une dernière question, professeur Pialou. Si Madame Maracineanu, la secrétaire d'État au sport, vous passe un coup de fil tout à l'heure en vous disant, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il faut faire dimanche prochain pour la finale de foot Paris Saint-Germain-Bayern Munich des fan zones avec des grands écrans, vous savez, puis des tas de gens devant qui crient. Vous dites oui ou non? C'est en projet, hein? Les fan zones, je veux dire, vous opposez les fan zones à ce qu'on a vu dans la rue hier soir et écoutez, la victoire de Paris Saint-Germain. Je vois pas des supporters de foot se mettre à 1 mètre comme ça, bien avec des masques, avec des masques et avec les mains propres. Après, tout est question de traçage. Hein. Évidemment que c'est des événements périsportifs qui sont à risque et que les gens ont envie de vivre. Après, on peut pas. Nos risques, ça n'existe pas. Donc, effectivement, il y a une prise de risque à ces festivités post-foot, et c'est un sujet d'inquiétude, hein, comme le Puy du Fou, comme d'autres réunions avec beaucoup de personnes en promiscuité. Oui, les images sont inquiétantes. Alors que ça soit fan zone ou dans la rue, je sais pas très bien la différence. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialou. Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus chez Jean-Claude Lattès. On en a un peu parlé, on a parlé de beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, merci d'être venu vous exprimer au micro de Radio Classique et je vous souhaite une très bonne fin de journée, professeur Pialou. Merci. Il est 8h27 exactement. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette antenne, restez avec nous et restez aussi avec Laurent Saïm. Barack Obama est intervenu hier soir à Milwaukee à la Convention démocrate, virtuellement, hein, bien entendu, puisque tout cela est virtuel. Aiguisez les couteaux.